14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble avec Philippe Arlin sur Sud Radio et on va parler notamment de cette journée mondiale pour la santé sexuelle qui a été créée en 2010 par la OAS et je trouve intéressant aussi qu'on évoque des sexualités qui sont peut-être un peu différentes, notamment la sexualité sous l'angle de rapport de force consenti, parce que justement la bonne santé sexuelle dans un couple, ce serait une sexualité épanouie où chacun est l'égal de l'autre dans un plaisir réciproque. On donne autant que l'on reçoit. Malheureusement, il y a souvent dans une relation sexuelle un dominant et un dominé. Et il n'y a que dans le SM que c'est supportable et que c'est acceptable et que c'est même excitant. Alors, Philippe Arlin va nous expliquer à partir de quand ça devient un problème. Et puis, on verra aussi ce que peut apporter cette sexualité assumée dans de vrais rapports un peu SM, un peu ou beaucoup même d'ailleurs, pourquoi pas. En deuxième heure, on parlera aussi de cette soumission dans un roman qui vient de sortir. Et puis, si vous avez envie de témoigner, de poser des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Je vous rappelle aussi que c'est tout nouveau, mais c'est formidable puisque vous pouvez donner votre avis, nous interpeller par SMS également. Et pour ça, vous envoyez Brigitte 7 20 18. Et on retrouvera bien sûr dans la deuxième heure notre nouvelle rubrique C'est maintenant. Et là, je vous invite à venir nous dire ce que vous n'avez jamais osé dire. Cette phrase peut-être qui a changé votre vie, à moins que vous ayez à demander pardon à quelqu'un, qui sait. Philippe Arlin, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors c'est, aujourd'hui la journée mondiale de la santé sexuelle. Peut-être que ce serait bien déjà de rappeler ce concept de santé sexuelle qui veut dire tout, mais qui est pas forcément très connu par tout le monde. Ce n'est pas que la santé vue d'un point de vue purement médical et physiologique. Non. C'est aussi la santé intellectuelle, psychologique, la liberté de vivre pleinement et de manière épanouie sa sexualité, quelle que soit son orientation, quelle que soit c'est ça, ses parce désirs. Que c'est un état de bien-être également social, dans le sens où quand on est homosexuel, on doit se sentir accueilli dans la société comme quelqu'un d'autre, quoi. Exactement. Et donc c'est important parce que ça fait quand même très peu de temps qu'enfin on considère que la sexualité et plus largement justement l'épanouissement sexuel, la prise en compte de l'identité sexuelle d'une personne et de son épanouissement participe pleinement de sa santé et a des conséquences sur sa santé, et que c'est un droit, et qu'à partir du moment où c'est un droit, il faut travailler à maintenir cette santé sexuelle, et c'est vraiment extrêmement important. Alors évidemment, par rapport au travail que j'accomplis, pour moi, c'est une journée extrêmement importante. Oui, bien sûr, pour moi aussi, mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que c'est une journée mondiale, et que finalement, je ne sais même pas s'il y a la moitié des pays dans le monde qui sont conscients de ce concept de santé sexuelle. Il y a des tas d'endroits dans le monde où c'est toujours n'importe quoi. Le fait d'être conscient que ça existe ne veut pas dire qu'on se sent concerné. C'est vrai. Voilà, et c'est bien le problème, c'est que, comme beaucoup de choses d'ailleurs, y a beaucoup de pays où, par définition, de par la nature même du pays, la notion de santé sexuelle ne peut pas s'appliquer, puisqu'il y a des contraintes, il y a des retenues, il y a des interdits, des discriminations et autres. Donc on ne parle pas là de santé sexuelle, on parle d'une sexualité encadrée et sous contrôle. Alors, en lisant donc la définition du concept de santé sexuelle, j'ai trouvé la phrase assez intéressante aussi. C'est également d'avoir la possibilité d'avoir des expériences sexuelles source de plaisir et sans risque de coercition, discrimination ou violence. Et c'est là où on voit toute la difficulté de ce concept de santé sexuelle, parce que c'est très très complexe. C'est un combat extrêmement vaste. Mais je trouve que pour une fois, cette globalité mise dans la définition du terme donne de la place, une place nécessaire pour aider et accompagner vers un épanouissement. Exactement. Et alors, rappelons encore une fois que la sexualité, c'est la liberté de chacun de faire ce qu'il a envie ou pas. Il n'y a pas d'injonction. Dans la sexualité, il y a aussi la sexualité, c'est-à-dire l'absence de sexualité, qui doit être une liberté. Exactement, aussi. Et on n'a pas à juger qui que ce soit. Et encore une fois, à partir du moment où on est dans le respect de l'autre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de coercition, il n'y a pas de contrainte. Et donc, à ce moment-là, on peut parler de santé, d'épanouissement.
Moi, je me souviens justement d'une conférence qui avait eu lieu avec notamment des juristes, des avocats, sur la question du sadomasochisme. À partir de quand on devait mettre des limites justement à cette sexualité qui est quand même très particulière, très marginale. Je crois qu'il y a même pas, je crois qu'il y a 3% de gens qui la pratiquent. Alors après, il y a SM et SM. On sait très bien qu'il y a des gens qui vont s'amuser à mettre une paire de menottes ou un bandeau. On est déjà dans du soft SM. Mais le SM, vraiment, est une pratique très marginale. Et justement, la question, c'est à partir de quand, puisque c'est aussi se faire jouir en se faisant mal, à partir de quand c'est respectable ou pas. Et ça avait été très, très intéressant. Mais c'est très intéressant parce que il n'y a pas de bonne réponse, je pense, en tout cas. Il est très important... Et il y a des limites à ça, mais il est très important de se dire qu'à partir du moment où on a affaire à des adultes qui font le choix éclairé, consenti de ce type de pratique, on ne devrait pas avoir à s'en mêler. Mais il y a des limites, c'est-à-dire on peut interroger ce soi-disant consentement, consenti, éclairé. Est-ce qu'il est respecté? Est-ce qu'il est respecté jusqu'au bout? Donc, c'est du cas par cas. Moi, je plaide évidemment pour la liberté, l'épanouissement et le respect. Pour moi, ça va ensemble. Évidemment, le respect, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de règles. Mais contrairement à ce qu'on croit, le milieu BDSM est un milieu extrêmement respectueux qui a des codes et qui est respecté. Justement. Et que c'est souvent à la marge, ce type de problème. Voilà, c'est justement ce que je voulais dire avant de donner la parole aux auditeurs. Quoi que vous entendiez, la vraie précaution à prendre, c'est de ne pas rentrer dans cette pratique avec un inconnu sans avoir été introduit, parce que justement, il y a vraiment des règles essentielles qui sont en effet tout à fait respectées dans ce milieu, dans les gens qui pratiquent le SM, mais on n'est jamais à la merci d'une rencontre par réseaux sociaux ou par site de rencontre, et quelqu'un qui, sous prétexte de pratiquer un peu le SM, va vous attacher avec des menottes et puis va abuser de vous, quoi. Donc c'est vraiment, je suis obligée quand même de rappeler qu'il faut faire très attention. On fait pas du SM n'importe comment et avec n'importe qui, que ce soit du bondage, que ce soit d'être attaché, d'être flagellé ou je ne sais quoi d'autre. Et puis, on va effectivement leur laisser la parole, mais le SM demande plus que jamais une qualité de confiance mutuelle. Donc, c'est avec un inconnu peut-être, mais dans ces cas-là, dans un lieu où il y a plusieurs couples, il y a une espèce de contrôle qui est dédié à ça, mais pas chez soi, pas chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors, on peut tomber sur la bonne personne, mais ça, on ne le sait pas avant. On le sait après, et des fois, à ses dépens. Donc, oui, c'est bien de le rappeler. Voilà, c'est quand même très important, parce que sinon, on pourrait penser que cette émission encourage n'importe quoi. C'est pas du tout le but, c'est juste d'ouvrir aussi à cette sexualité-là qui existe et qui est peut-être marginale, mais qui existe. On vous invite donc à réagir sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Parlin est avec nous, sexothérapeute, et nous allons commencer avec Claire qui nous rejoint. Bonjour Claire. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Claire. Alors, on vous écoute. Je crois que vous avez découvert votre première fessée, c'est ça? Vous n'aviez pas été sage? Oui, c'est ça, j'avais pas été sage et effectivement, ma première fessée a été un immense plaisir et un immense soulagement. Il était temps, je crois, que vous preniez cette fessée quand même. Mais c'est un chemin de vie. Il faut accepter qui on est, se connaître. Et j'étais très contente que vous disiez avant les conseils un petit peu de prudence et de rappeler que avant toute chose, rien n'est possible sans confiance.
Bien sûr, bien sûr. Et encore là, ça repousse sur ça. Là, on peut se retrouver avec un homme ou une femme, d'ailleurs, parce que il y a des hommes aussi qui aiment bien la fessée, qui se permet, alors que ça ne nous plaît pas. Bon, ça portera pas beaucoup à conséquence. On dit oh stop, et puis voilà. Mais en revanche, on peut découvrir en effet qu'on aime ça, alors qu'on l'imaginait même pas. Ça a été votre cas ? Complètement. Oui. Alors, et que ça correspondait vraiment à une... Ça complétait, si vous voulez, l'épanouissement et le plaisir que la sexualité pouvait déjà m'apporter. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un équilibre. Tous les autres pans de ma vie y gagnent. Vont mieux c'est une soupape de sécurité qui quelque part certainement rééquilibre quelque chose en vous. Mais c'est aussi ça la sexualité. C'est aussi ça la sexualité. Ouais. Et par rapport à quand on disait le danger de la contrainte, à partir du moment où on est suffisamment en confiance avec quelqu'un pour te permettre ce genre de jeu ou de pratique, on est quelque part moins en danger que dans certaines relations peut-être plus normales ou plus soft, où le non me paraît parfois plus difficile à placer. Oui. Comme vous disiez, c'est effectivement quand on s'amuse, les règles sont posées, il n'y aura pas de dépassement de limite alors qu'on est en train de les dépasser. C'est ça qui est paradoxal. Oui, c'est joli ce que vous dites. Alors, racontez-moi, donc vous êtes avec un homme avec qui vous avez déjà fait l'amour, je suppose. C'est peut-être pas la première fois qu'il a pratiqué ça, si ? En fait, alors je vous avoue, on a beaucoup de chance, on est sur une découverte mutuelle. D'accord. Non, mais c'est chouette. C'est très chouette, c'est un très beau cadeau de la vie, ça, vous voyez, c'est une rencontre qui se fait où on découvre chacun que mes besoins finalement comblent les siens et que... Donc ça veut dire que quand vous faites l'amour, le fait d'être un petit peu dominé, ou en tout cas d'être un petit peu puni, un petit peu puni, un petit peu soumise, un petit peu dominé. Voilà, ça nourrit quelque chose en vous qui s'épanouit, et lui, ça le nourrit aussi, et du coup. Et lui, ça le nourrit aussi d'être un petit peu dominant, oui. C'est ça. Et du coup, dans votre relation au quotidien, ça équilibre votre relation, j'imagine. Oui, complètement. Je pense que lui se sent plus narcissisé, mieux dans ses pompes. On est plus en phase avec nous-mêmes. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour les gens qui nous écoutent, je crois, parce que ce que vous allez régler dans la sexualité sous forme, encore une fois, de jeu et de contrats bien clairs, va effacer beaucoup de petits rapports de force ou de pouvoir qui, sinon, se seraient installés dans le couple. Alors ça, c'est génial, que vous en veniez là, parce que oui, je pense qu'effectivement la liberté de parler, de poser sur la table son ressenti, son affect, son désir, y compris dans les choses pratico-pratiques de la vie, est fluide. Voilà, le fait de l'avoir peut-être libéré totalement dans l'intimité nous apporte une capacité à échanger. Alors, il y a ça, et puis dans ce que disait Brigitte, il y a aussi une autre dimension, c'est-à-dire que cette fessée, elle vient résoudre quelque chose de l'ordre d'une tension qui peut exister entre vous ailleurs, qui va se libérer là, mais dans un cadre extrêmement prédéfini, et qui garantit que ça ne déborde pas. Complètement. Mais vous voyez, ce qui est formidable, et je vous en remercie Claire, c'est que votre témoignage, il est beaucoup plus simple à comprendre pour ceux qui nous écoutent que toutes les grandes théories qu'on aurait pu se raconter, Philippe et moi. Alors, tant mieux. Il y a juste une question, parce qu'il y a une dimension qui existe dans le BDSM, et je veux juste savoir si elle existe chez vous. Est-ce que vous avez besoin d'avoir mal, ou est-ce que, pour vous, ça ne doit pas passer par la douleur?
Ah, bah alors, non. Alors là aussi, c'est très fin et c'est très paradoxal, mais si la douleur est quand même un petit peu nécessaire. Oui, Voilà. bien sûr. Non, Voilà. Mais parce que la douleur et la jouissance, c'est le même circuit, hein. Donc ça augmente la jouissance, le fait d'avoir un peu mal. J'ai ça, posé hein. la question parce que la chimie. c'est souvent ce qu'on va venir opposer, j'ai envie de dire, en première instance à une proposition BDSM, c'est « Ah, mais je déteste avoir mal ». C'est pas si simple. Et effectivement, explorer cette douleur, attention, très mesurée, bien sûr. Voilà, on est d'accord. Non, mais oui, il n'y a pas de souci. Même si pour certains, et on aura peut-être des témoignages là-dessus, ça peut aller très loin, mais c'est presque autre chose. À exulter, c'est autre chose. Voilà. Mais il y a dans cette soit douleur, dans des périodes de leur vie, soit tout le temps. Mais oui, elle vient. Et puis, elle est agréable. Voilà, il y a une chaleur avec, il y a différents éléments qui viennent rendre encore plus vivant cette zone de notre corps. Oui, et puis il y a une chimie. Voilà, je pense que le cerveau. Mais il y a aussi le circuit est très proche. Oui, et puis il y a aussi quand vous ressentez ça, il y a aussi dans votre cerveau une excitation. D'être totalement soumise. Donc ça augmente aussi, l'excitation augmente aussi la jouissance et permet de supprimer la douleur. On sait très bien, pour prendre un exemple qui n'a absolument rien à voir avec la sexualité, c'est que sur un champ de bataille, la douleur parfois était là, mais l'homme était encore capable de combattre parce qu'il y avait l'excitation et qu'il y avait la tête qui continuait à diriger le corps. Donc tout ça est très complexe. Mais quand vous arrivez, comme visiblement c'est le cas, Claire, à trouver cette alchimie avec un partenaire, c'est un lien en profondeur du couple extraordinaire. Est-ce qu'il y a envie d'explorer ? Puis c'est vraiment une découverte de soi et une acceptation. Si vous voulez, de toutes ces couleurs, en fait, du plus clair au plus sombre. Je suis ce panel-là, et c'est moi. Il y a envie d'explorer autre chose que la fessée ? Vous avez envie d'explorer autre chose ? Oui, ça vient au fur et à mesure, oui. Prenez le temps. Mais vous savez, je crois que ce qu'on ne comprend toujours pas, et moi j'essaye de travailler là-dessus depuis tellement d'années, on ne comprend pas toute la complexité de l'être humain. C'est-à-dire que je crois qu'il y a en chacun d'entre nous une petite dimension de domination et de soumission. Après, elle peut se manifester au travail, elle peut se manifester dans la sexualité, elle peut... Enfin, je vous laisse... Les espèces qui n'étaient que gentilles ne sont plus sur la planète. Si on est là et si on a la place qu'on y occupe, c'est qu'on est... Voilà. Qu'à un moment, on ne s'est pas laissé bouffer. On doit accepter qu'on n'était pas que gentils. Ben oui. Il n'y a pas les anges d'un côté et les démons de l'autre. Il y a des êtres humains. C'est ça, voilà. Qui ont des plumes multicolores. Voilà. Et il y a des tas de règles qui nous permettent de vivre tous ensemble et de partager des choses ensemble et d'être organisés, voilà, et que ce soit à peu près paisible. Mais dans la sphère intime, oui, vraiment, je souhaite que chacun trouve cette liberté et cette connaissance de soi. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage qui est très clair et très éclairant pour peut-être certaines personnes. Parce que c'est vrai que c'est quand même tout un univers qui inquiète, qui fait peur, qui est très mystérieux, et on va rentrer dans le donjon. On va rentrer dedans et on va essayer d'éclairer tout ça. Bien que c'est un univers qui est souvent très sombre, il ne fait pas toujours très clair dans les donjons, on est bien d'accord. Il faut des torches. Merci beaucoup Claire, merci vraiment. Merci Claire. On se retrouve pour le Love Conseil du jour, on va oser l'intimité. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Oser l'intimité, Philippe Arlin. L'intimité, c'est un mot qu'on connaît bien quand on travaille sur la sexualité du couple. C'est un mot qu'on oublie beaucoup, alors que l'intimité, c'est
tellement essentiel dans une relation de couple. C'est un endroit de révélation à soi. L'intimité laisse l'autre entrer dans notre territoire et la manière dont on réagit montre si on est apte ou si au contraire on se sent envahi par l'autre. On ne peut pas avoir de l'intimité avec un étranger comme ça si facilement. De même, aller dans le territoire de l'autre, c'est aussi une expérience qui parle de nous, qui nous révèle. Et l'intimité n'est pas réservée qu'au couple, entre amis, entre collègues. Il peut y avoir des petits moments d'intimité. Par exemple, quand on se dit bonjour, qu'on se fait la bise, certains aiment toucher l'épaule, le bras, et d'autres évitent le moindre geste qui pourrait ressembler déjà à une intimité qui serait trop invasive. Donc c'est important de bien se connaître et à chacun donc d'accepter ses limites et de les communiquer. Et puis je voulais revenir sur ce fameux hug, vous savez, cet échange intime, on se prend dans les bras, et je voudrais rappeler que ça fait du bien. Ça a été démontré par les neurosciences, ça crée de l'ocytocine, enfin ça développe l'hormone de l'ocytocine, etc. Donc pourquoi pas ne soyez pas aussi inhibés, aussi bloqués, sinon essayez de comprendre pourquoi vous avez tellement peur, que vous êtes un peu triste, quelqu'un qui veut vous prendre dans ses bras, c'est pour vous faire du bien, c'est pas pour abuser de vous. Enfin, je crois qu'il faudrait remettre un peu l'intimité à sa juste place. L'intimité, le contact, le toucher, nous sommes fondamentalement des êtres sociaux, et je pense que l'on meurt si on n'est pas touché, et dans tous les sens du terme, on se déshydrate sur place. On a besoin de cet échange, et ce hug, ce câlin tout simplement, le fait de se prendre dans les bras peut être profondément là aussi thérapeutique, puisqu'il on avait évoqué le fait d'être à sa place, et quand on prend quelqu'un dans ses bras, on lui accorde cette place, on lui dit voilà, tu es le bienvenu. Exactement. Cette fameuse phrase. Et c'est extrêmement important de se sentir accueilli. Et c'est pas forcément une dimension qui va au-delà de ce sens-là, mais de savoir le faire entre amis, savoir le faire y compris dans sa famille, et savoir le faire dans l'intime, parce que la sexualité est une partie de l'intime. Mais si elle est isolée, alors ça fonctionne plus. Et ce qui est très important, c'est de garder toujours ce lien, cet intime, ce toucher, ce contact, parce que c'est le vrai lien, il est là. Absolument. D'ailleurs, lundi, avec Sandy Boulanger, on parlera du câlin. Pourquoi certaines personnes ont du mal avec le câlin dans le couple. Et on abordera ça avec Sandy Boulanger, qui travaille justement beaucoup sur le toucher. Camille, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse. Philippe Arlin. Philippe. Bonjour Camille. Bonjour Philippe. Voilà, je voulais parler de relations BDSM. Ouais. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Ouais, ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Vous n'aurez donc pas de fessée, Camille, désolée, puisque vous abordez le bon sujet. Comme l'auditrice précédente est partie, voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée depuis toute petite. Oui. Depuis préadolescente, en fait. Mais bon, comme j'ai un vécu particulier, ça peut s'expliquer. Mais comme vous le disiez très justement l'autre fois, les pratiques sont nocives lorsqu'elles font du mal, et pas, enfin, je veux dire, elles peuvent avoir des racines qui ne sont pas forcément géniales, mais dans la mesure où on s'y retrouve et on prend du plaisir avec ce qu'on en fait plus tard, il n'y a pas de problème. Absolument. Voilà. Donc moi j'ai toujours eu cette tentation-là, et j'ai mis très très longtemps à passer à l'acte, parce que même si j'ai pris des risques étant jeune, c'est quelque chose que je n'ai jamais souhaité mettre en œuvre avec les gens que je rencontrais, parce que je les trouvais ou bien pas faits pour ça, ou bien s'ils étaient faits pour ça, potentiellement dangereux, parce que c'est quelque chose qui peut déraper facilement. Et il ne me serait pas venu à l'idée de faire ça avec quelqu'un qui ne m'aimait pas. Ce n'est pas possible. Et donc j'ai attendu très longtemps. Enfin, j'ai essayé une fois avec ce qui n'est pas obligatoire. On peut pratiquer le SM avec des gens qui nous sont indifférents. La confiance, le contrat de confiance entre les deux est indispensable. L'amour, pas forcément. Oui, mais c'est voilà. Mais j'entends, bien sûr. J'entends bien votre témoignage, et vous, au moins, ce qui prouve que vous saviez où vous vouliez y aller.
Oui, oui, pas pour d'autres choses, mais pour ça, oui. Et donc j'ai rencontré tout à fait par hasard l'homme avec lequel je suis depuis 15 ans maintenant. Ouais. Tout à fait par hasard sur un site de rencontre, et il avait un profil vraiment cryptique et qui me donnait pas du tout confiance, donc je refusais de lui parler. Et puis il a insisté, j'ai dit bon allez, l'abonnement se termine, je vais lui donner une chance. Et bon, quand j'ai vu sa photo, là ça a été fini. J'ai craqué tout de suite, j'ai dit bon, il fera ce qu'il voudra, c'est pas grave, je ne serai pas idiote. Donc je lui ai fait part Mais il était déjà dans une ouverture au rapport SM. Il était dans une ouverture à tout, oui, parce qu'il D'accord. il est très Jolie réponse. Le monsieur était ouvert. Voilà, tout à fait. Et donc, j'y suis allée très fort quand même, parce que là, on s'est donné rendez-vous dans un coin, c'était l'été, dans un coin un peu écarté. Je lui ai demandé de me prendre sous la menace d'un couteau. Alors, il porte des couteaux, mais pas, enfin, un couteau, pas parce qu'il est, pas comme les personnages qu'on rencontre de nos jours, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Non, on faisait pas d'amalgame, rassurez-vous. Il est, comme disait un psychanalyste que j'ai vu à une époque, il est armé. Bon, dans tous les sens du terme. Et donc, voilà, ça s'est passé très bien. Et puis, en y réfléchissant, en rentrant chez moi, je me suis dit, je suis complètement folle. J'aurais pu tomber sur un détraqué. Il aurait pu m'arriver absolument de tout. Mais dès que je l'ai rencontré, j'ai eu une confiance absolue. C'est difficile à expliquer, mais complètement confiance. Alors, dans votre cas, on peut dire que c'était une très bonne intuition, mais on est obligé de dire que c'était en effet c'était quand même dangereux. hautement risqué. Oui. C'est très risqué, et je ne l'ai fait que parce que j'en étais arrivée au point où je me sentais capable de prendre des décisions pour moi-même. C'est d'ailleurs, c'est la première fois que je me sentais vraiment en mesure de choisir quelqu'un parce que je voulais, et non pas parce que il était là ou que j'osais pas dire non, ou que voilà. C'est vraiment moi qui ai décidé. Et curieusement, donc c'est moi qui ai pris les devants, et on est dans cette relation qui peut être complètement de dominé au lit. Et ce qui me convient tout à fait à lui aussi. C'est pas systématique, hein. Il y a des fois où c'est tout à fait normal, mais voilà, ça nous arrive relativement régulièrement d'être dans ce type de rapport. Ce qui est souvent le cas dans des relations de couple, hein, où il y a cette pratique, elle n'est pas systématique. Elle est scénarisée à certains moments. C'est ça, sinon on s'ennuie. Peut-être. Peut-être. Mais c'est toujours pareil, c'est que si on mange tous les jours la même chose, ça perd de son intérêt. Bien sûr. C'est ça. Mais en revanche, parce que me demandait votre collaborateur, dans la vie de tous les jours, pas du tout. Enfin, dans la vie de tous les jours, je dirais que c'est même plutôt moi qui décide, même si lui est très dirigeant dans l'âme. Donc il aime bien prendre des décisions, il organise très bien tout ce qu'il organise. Mais si je lui dis non, moi je préfère ne pas sortir ou faire ci ou faire ça. Oui, il est respectueux de vos choix. D'ailleurs, quelque part, la première fois, et tant mieux pour vous, ça s'est bien passé, c'est vous qui avez décidé de tout. Le scénario que vous mettez en place est un scénario de domination où il a le pouvoir, mais c'est vous qui avez tout organisé. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai. Mais de toute façon, c'est quand même comme ça que ça marche. Hein. C'est quand même celui qui est l'esclave qui domine l'autre, puisque il met la pression à l'autre. Hein. Oui. Et il fixe aussi ses propres limites. Donc voilà. Alors dans un certain type, parce qu'il y a encore d'autres codages où il y a vraiment, mais là on parle plus de BDSM, on parle du maître et de l'esclave, là c'est autre chose, mais dans votre cas à vous, c'est un exemple concret où vous avez scénarisé et donc pris un acteur pour ce que vous vouliez vivre. Voilà, le danger aurait été que l'acteur se prenne au jeu et que vous couriez un risque, mais sinon c'est vous qui dominiez la situation. C'est vous qui avez mis en scène votre relation. D'ailleurs, il aime bien ce jeu de maître-esclave, ça le dérange pas qu'on rentre dans ce jeu aussi, mais ça n'est pas dans la vie courante, disons. Voilà. Non, mais ça peut pas être et dans la vie courante et dans la sexualité. C'est pas possible. Ou alors là, on serait vraiment dans quelque chose d'assez toxique. Oui.
En revanche, j'ai rencontré, si je peux me permettre de faire un petit ajout. Bien sûr, allez-y. J'ai eu l'occasion d'être en lien, je ne vais pas donner le contexte, avec un couple qui avait eu s'était engagé dans ce type de relation, mais c'était des gens qui, même si c'était des adultes majeurs et vaccinés, je crois qu'il y avait un petit peu d'une maturité chez eux et un petit peu de consommation d'alcool. Et ils se sont pris au jeu, donc ils se sont très bien amusés pendant plusieurs mois. Et puis un jour, ça a dérapé parce que l'un avait plus bu que l'autre. Et ça s'est terminé très mal au tribunal. Donc il faut faire très attention avec il faut savoir avec qui on joue, quoi. Mais bien sûr, mais là, encore une fois, vous parlez de deux gens qui étaient peut-être des adultes, mais qui n'étaient pas matures. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui n'était pas réglé et qui devait se régler de cette manière-là et qui donc forcément a amené des abus d'une manière ou d'une autre. Et il faut que la domination ne soit pas pulsionnelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement le dominateur soit complètement en mesure de contrôler ce qu'il fait. S'il est dans une pulsion de domination, là, ça peut être extrêmement dangereux parce qu'il ne pourra pas appliquer les règles. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est quelqu'un en qui je lui fais d'autant plus confiance qu'il aime bien boire un verre à l'occasion, mais il a horreur de trop boire. Donc, je pense que si on est alcoolique, il faut éviter. Il faut surtout pas rentrer dans ni d'un côté ni de l'autre de la barrière, parce qu'évidemment, on ne peut pas fixer ses limites, respecter ses limites, et on perd le contrôle. C'est ça. Et le BDSM, c'est avant tout un contrôle. Un permis de conduire. Donc un verre ça va, mais deux verres, bonjour les dégâts. Voilà, oui, tout à fait. Mais j'ai souvenir, je vais raconter une petite anecdote. J'avais organisé un soir une soirée un peu SM comme ça pour faire plaisir à quelqu'un qui avait envie de découvrir, et donc ça s'organisait chez lui dans sa belle propriété, etc., etc. Et donc on avait un esclave qui était venu, qui est arrivé, qui a mis sa tenue de latex, etc. Vous voyez très bien de quoi je veux parler, Camille. Et à un moment, cette personne qui avait eu envie que j'organise la soirée, il a commencé à donner des ordres à l'esclave, mais comme si c'était un valet, quoi. Et ça marchait pas du tout, parce que c'est absolument pas ça le SM. Et à un moment donné, il a fallu que j'intervienne, alors que c'est pas trop ma pratique. Je m'y suis intéressée parce que je me suis intéressée à tout ce qui concerne la sexualité. Mais à un moment donné, il a fallu que j'aille à la cuisine voir mon esclave et lui pincer les tétons pour qu'il se sente réellement respecté dans son rôle d'esclave, parce que sinon il était prêt à partir parce qu'il n'était pas le domestique. Il avait rien compris. Voilà, il avait absolument rien compris. Voilà. Et je raconte cette anecdote pour que les auditeurs comprennent bien que c'est très codifié, ça. Il ne s'agit pas de faire la vaisselle sous la menace d'un couteau. Voilà. Mais non, c'est-à-dire qu'il fallait sexuel. Il fallait qu'il y ait quand même sexe. Il fallait une dominatrice maîtresse qui lui donne des ordres dans le bon sens du terme, et pas quelqu'un qui le considérait comme un domestique. Oui, et puis qui abuse de son corps. Enfin, il faut qu'il y ait une dimension sexuelle, de plaisir. Oui. Bon, enfin voilà. Vous l'avez par chance délivré les tétons. Voilà, je vois que je vous fais sourire, Camille. J'espère que ça fera sourire un peu tout le monde et que ça permettra à tout le monde de comprendre que c'est quand même très codifié et qu'il faut faire très attention parce que c'est pas à la portée de tout le monde, évidemment. Merci en tout cas, Camille, de ce témoignage. Camille. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute, et je rappelle que oui, quand on est sexothérapeute, on peut évoquer toutes les sexualités entre adultes consentants, et c'est pour ça que c'est bien aussi de temps en temps d'aborder quelque chose d'un peu plus marginal comme le BDSM. On va retrouver Emmanuel, mais je vous rappelle que lundi, on parlera de l'intimité, des câlins dans le couple avec Sandy Boulanger. Emmanuel, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre co-interlocuteur, animateur. Bonjour Emmanuel. Philippe Arlin qui est avec nous, mais qui est surtout sexothérapeute avant tout, parce qu'animateur... c'est un autre métier. C'est un autre métier. Alors, on vous écoute. Vous êtes plutôt dominant, c'est ça? Vous aimez être dominant, c'est ça? Après, moi, dans ma vie de tous les jours, je suis dans une position de chef d'entreprise, donc je suis dans une relation toujours... souvent, on va dire, de bottom-up, du haut vers le bas.
avec peu de transversalité. Donc je suis quelqu'un qui a toujours connu un petit peu ce rapport de force, d'être dans la gestion, dans le contrôle des choses. Et ça a retenti aussi sur la vie sexuelle que j'ai, où je suis plutôt dans une position de dominant que de soumis. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que chez vous, c'est une posture qu'il faut garder et que ce serait presque dangereux de la perdre, non? Alors moi, je suis pas trop dans le lâcher prise. Je préfère contrôler la situation. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce que j'entends, oui. Ça vous rassure finalement de contrôler les choses au fond. Vous savez où vous allez. Ouais, c'est ça. J'aime bien savoir où je vais. J'aime bien d'être dans le rectiligne que d'être dans la courbe. Oui. Mais est-ce que par moment, vous n'avez pas le sentiment que c'est fatigant, épuisant quand même, de toujours être obligé d'être celui qui sait, celui qui contrôle? Moi, je trouve ça plutôt excitant. Excitant, d'accord. Ouais. Oui, donc il y a une dimension subliminale. J'en prends un plaisir. Hein. Oui, j'espère. Non, mais ce qui est intéressant quand vous dites excitant, c'est qu'on voit bien qu'il y a une dimension sublimatoire de la sexualité. C'est ça. Le sexe, j'ai pu le goûter dans tous les sens du terme. Donc j'ai pu découvrir beaucoup de choses avec différents partenaires, prenant du plaisir dans des choses simples et expérimenter le DS, le BDSM sous toutes ses formes. Et c'est assez intéressant, ça peut être jouissif de laisser languir quelqu'un jusqu'à ce qu'il vienne demander sa part de sexe. D'accord. Donc dans votre sexualité, vous êtes aussi un peu dominant, c'est-à-dire vous allez dans des rapports un peu dominants. Et vous faites désirer et se faire désirer. C'est ça. C'est ça, faire rechercher chez l'autre cette envie de pouvoir se passer de vous. Voilà. Et ce que vous avez entre les jambes est indispensable à l'autre et vous en jouez. Ouais, pas forcément. Peut-être même pas que le sexe, ça peut être que les doigts, ça peut être que la langue, ça peut être mais que besoin de vous. Après, mais dans la relation. Est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, encore une fois symbolique, il faut qu'on vous mérite? Ah ouais, total. C'est ça. Mais aussi au niveau perso et professionnel dans la vie. Oui, mais c'est intéressant et merci de votre témoignage parce qu'on voit aussi toute la dimension relationnelle qu'apportent ces rapports de domination-soumission. Oui, il y a le côté cérébral. Alors, je sais pas si c'est parlant dans ce que je dis, mais c'est de pouvoir jouer sur les mots, sur l'illusion, sur l'envie de quelqu'un et de justement pousser. Alors, oui, j'entends bien. Emmanuel, je vous pose une question. Si ça vous dérange, je ne veux pas rentrer dans des choses qui pourraient vous déranger. Mais est-ce que dans votre enfance, vous étiez un enfant plutôt soumis est-ce que vous avez subi un petit peu... Non. Donc vous étiez déjà... J'étais turbulent. Comment dire, turbulent, casanier et j'avais toujours l'envie de découvrir. Et cette envie de découvrir, ça s'est prolongé. Ah ouais, la curiosité, j'ai goûté à beaucoup de choses, peut-être plus tôt que d'autres. D'accord. Mais alors vous aviez un parent un père un peu fort ou au contraire une mère un peu forte? Alors mon image paternelle, c'est mon grand-père. C'est vraiment, mon grand-père était chef d'entreprise, il avait une grosse entreprise, c'était le patriarche de la famille, donc quelqu'un qui avait vraiment un pouvoir par la parole sur l'ensemble des... Donc j'avais une image, un modèle qui m'a guidé tout au long de ma vie et qui me guide encore aujourd'hui. Que ce soit côté et qui a certainement un peu donc inhibé votre père, puisqu'il était très très fort en tant qu'homme. Et vous avez préféré donc justement reprendre le modèle du grand-père pour pas prendre le modèle du père. Ouais, parce que mon père est plutôt dans le côté opposé. Il est, bien sûr, forcément. Si on regarde, plutôt soumis. Et quand je regarde dans le schéma familial, ils étaient 4 frères. Il y en a 2 soumis, 2 dominants.
Et est-ce qu'à côté de ça, vous avez développé une relation classique, amoureuse, avec une sexualité plus banale, si je puis dire, ou c'est vraiment toute votre sexualité est axée domination? Non, alors ça dépend des périodes. Il y a des périodes où, on va dire, on va avoir un sexe vanille, quoi. Ouais, bleu, si vous préférez. Oui, peu importe. Et puis après, je peux avoir des périodes où j'ai plutôt envie de rapports un peu plus diversifiés, un peu plus plaisir pour moi, et je m'adapte à ma partenaire, quoi. Oui, mais on voit bien comment finalement notre construction, elle se fait évidemment par rapport au modèle qu'on a dans son enfance, et puis ensuite, ça a obligatoirement des répercussions dans notre domaine professionnel et obligatoirement aussi sexuel. Sinon, ça veut dire qu'on se bride sexuellement, ce qui n'est pas votre cas. Vous avez su aussi sexuellement accepter cette part de vous qui, je le disais encore, même si vous pour l'instant ça vous épuise pas, c'est quand même plus épuisant d'être toujours celui qui domine que de temps en temps lâcher le contrôle. Oui, bien sûr. Oui, mais ça fait peur de lâcher le contrôle, je pense. Non, vous croyez? Ne pas savoir où on va, ça fait peur. Je suis pas fan du lâcher prise. Oui, j'avais compris. Mais attendez, vous allez là. Vous maîtrisez votre vie. Emmanuel, ouais, ça vous va bien, donc je vois pas pourquoi on dirait quoi que ce soit. Je vais pas changer. Non. Et si ça va au partenaire que vous choisissez et que vous aimez, écoutez, c'est l'essentiel. Ouais, on s'entend bien. On arrive à trouver l'équilibre. Bon, c'est génial. Merci en tout cas de votre témoignage différent, mais qui est aussi très instructif, je crois, pour tous ceux qui nous écoutent. Je vous propose une petite devinette, mon cher Philippe Arlin. Pourquoi les westerns permettent de savoir que la fille se sent devenir femme? On n'aura pas trop des infos pour réfléchir. Je crois. Hein. Bon, ouais. on se retrouve après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est toujours avec Philippe Arlin que nous allons continuer cette deuxième heure où on aborde notamment le BDSM qui avait pris un vrai essor grâce au fameux livre 50 nuances de Grey. Ouais. Et donc on en parle avec vous bien sûr sur Sud Radio au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS. Vous composez Brigitte 7 20 18. Philippe Arlin, vous êtes également l'auteur de Libérer votre désir, c'est aux éditions de la Musardine en poche, et puis également de ce livre, je ne me souviens jamais du titre, pardon. De deux autres, donc je vais vous... Non, mais Charlie, le sexologue. Ça, voilà. je l'ai sous les yeux, mais j'ai pas le troisième. Le troisième, sexuellement incorrect. Incorrect. Le sexe n'a pas de genre. C'est ça. Qui est intéressant parce que vous étiez très en avance sur la question du genre justement dans cet ouvrage qui est sorti déjà il y a quelques années. Alors, avant de donner la parole à Nathalie qui nous rejoint, je voudrais la réponse à ma devinette. Qu'est-ce qui permet dans un western de savoir si la fille est déjà devenue femme ? Vous n'avez aucune idée. Pourtant, c'est très simple. Si elle est encore en train de regarder plutôt le cheval que le cow-boy, c'est que c'est encore une jeune fille. Si elle regarde le cow-boy à la place du cheval, c'est que c'est devenu une femme. C'est évident quand même. Mais vous êtes d'accord ? Maintenant que vous le dites. C'est le problème des devinettes. C'est qu'évidemment... Mais si elle regarde un Indien ? C'est que c'est devenu une femme qui est... Une vraie femme. Qui a pas de problème avec le genre, ni avec le racisme, ni avec les plumes. Absolument. Nathalie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Nathalie. Vous allez bien ? Ça va très bien Nathalie. Oui. Et vous, ça va bien ? Merci. Très très bien. Quand je suis en votre compagnie, c'est toujours agréable. Merci, c'est gentil. Donc vous êtes libertine. Et c'est vrai que dans le libertinage, on ne pratique pas tellement le SM, sauf dans certaines boîtes, certains endroits. Tout à fait, effectivement. C'est un milieu qui est assez fermé. Enfin, qui est assez fermé dans le sens où ils acceptent très peu les curieux. On va dire que c'est très hétéronormé. Oui, aussi. Oui, on peut dire ça.
Donc c'est vrai que quand on n'est pas trop de ce milieu-là, on le découvre petit à petit, à son rythme, effectivement. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que c'était une pratique qui m'était totalement inconnue et que j'ai découverte quand je suis rentrée dans le libertinage. Je l'ai rencontré avec un partenaire que j'ai rencontré pareil dans des conditions un petit peu particulières lors d'une soirée gangbang, donc c'était déjà assez chaud. Et c'est un partenaire avec qui on s'est un petit peu, on va dire, disputé sur la soirée, c'est-à-dire que voilà, je l'ai jugé pas à la hauteur de ce que j'attendais. Donc du coup, inconsciemment, ça nous a rapprochés tous les deux. On a eu un lien très très particulier. Oui, parce qu'il y a eu une sorte de clash qui peut provoquer, surtout quand on ne se connaît pas, de l'excitation. Exactement, ouais. C'était tout à fait ça. Et en fait, dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite senti qu'il allait se passer quelque chose entre nous. Mais bon, bien sûr, il y a qu'après, avec le recul, qu'on se dit qu'effectivement, c'était une évidence. Donc, avec ce partenaire-là, qui lui était très dominant, et qui l'est d'ailleurs toujours, on a pu instaurer entre nous, effectivement, des petits jeux quand nous sortons en soirée ou en sauna. Nous avons pu... Enfin, c'est pas qu'on a instauré, c'est que en fait, c'est une évidence. C'est une évidence qu'avec lui, il n'y a pas d'autre jeu possible que d'être dans la soumission avec lui. Mais à mon avis, comme ça, en vous entendant et en entendant ce que vous dites, Nathalie, je pense que c'est un vrai dominant et ce qu'il a aimé chez vous, c'est qu'il a senti l'enjeu que ça représentait d'arriver à vous soumettre. La résistance. Je pense. La résistance. Là où il faut mettre la laisse. Voilà, parce que pour lui, je suis toujours une soumise rebelle. Oui, une rebelle, oui, bien sûr. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que je vais satisfaire effectivement ce qu'il aime, mais il va falloir d'abord qu'il me maîtrise. Voilà, il y a une mise en scène qui est très doux. Il y a des préliminaires importants. Ça résiste, mais ça cède. C'est pour ça que c'est si bon. Voilà, c'est ça. Et quelque part, dans la soumission, on est aussi un petit peu dans la domination. Donc, c'est un jeu qui est très doux en même temps. Je parle de domination soft. Je parle pas forcément de domination comme on peut l'entendre de certaines bouches. Maintenant, c'est vrai que je connais ses désirs dans la domination. Donc, en fait, on n'a même pas besoin de se parler. C'est vrai. Et pour... j'en ai dans mes patients, évidemment. Et j'ai même eu des dominateurs qui peuvent finir par s'ennuyer quand la soumise est trop soumise. Parce que on finit par se demander si elle a envie, si elle n'a pas envie, si elle y prend du plaisir ou pas. Alors que là, dans cette forme de résistance, de négociation qui se fait, il y a aussi une excitation pour le dominateur. Et donc, vous participez à son excitation qui est pas que dans l'obéissance, qui est dans le fait d'obtenir quelque chose. Mais c'est un jeu, de toute façon. Ouais. C'est un jeu avec beaucoup de codes. C'est un rapport de force, sans forcément de force. Exactement, c'est tout à fait ça. Enfin, du moins, c'est ce que moi j'éprouve effectivement quand on est dans ce jeu-là, c'est qu'effectivement l'espèce de contrôle qu'il peut avoir sur moi. C'est-à-dire que là, il va me contrôler, il va me maîtriser, et c'est effectivement ce rapport de force qui n'est pas brutal. Ben voilà, c'est pour ça qu'il dit sans force. Voilà, mais qui est là quand même. C'est qu'on sent qu'effectivement il y a une force et qu'il faut surtout pas que je le déçoive parce que l'intérêt quand on est ensemble, c'est pas qu'il aille jouer avec quelqu'un d'autre. C'est qu'il reste là, c'est que voilà, il surveille. Il tient avec ça. Exactement. Et moi, je le tiens aussi. À la fois, il faut qu'il fasse preuve de beaucoup de talent pour vous mériter, pour que vous acceptiez de vous soumettre. Et en même temps, vous allez le surprendre, vous allez être un petit peu rebelle pour que aussi il ait envie de continuer à faire tous ces efforts. Donc il y a vraiment, il y a vraiment un jeu très complexe, qui est difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Oui, et comme tous les deux, on a vraiment une alchimie sexuelle et on était vraiment sur la même longueur d'onde. Ça a fonctionné de suite
Et voilà. Bon, alors après, il peut me dire, voilà, ce soir, on va aller à tel endroit. Je veux que tu fasses ceci avec telle personne, ou je veux que tu me trouves une femme. Voilà. Il peut me donner dès le départ des ordres, et après, effectivement, ça va être à moi d'essayer dans mon jeu, pour le séduire, de lui trouver une partenaire idéale. Ou effectivement, si on veut qu'on soit dans un moment de pluralité, c'est lui qui va me choisir les partenaires. Donc il va falloir qu'effectivement je joue avec les partenaires dans le sens où lui il a envie que je joue. Il va peut-être me dire de pas prendre de plaisir, peut-être qu'il va me dire voilà, tu rentres là, je veux que lui tu fasses ça, lui tu fasses ça, lui tu fasses ça. Alors oui, je vais le faire, mais quand je veux, comme je veux, parce qu'il faut que je le titille aussi, il faut bien que je mette un petit peu de piquant dans sa domination. Et contrario, avec les femmes, je ne suis pas soumise, je suis dominante. Oui, bien sûr. De toute façon, on entend bien que vous n'êtes pas la soumise lambda qui est toujours d'accord et qui dit toujours. Ah non. Ça m'aurait surpris. C'est vrai. Voilà. Et c'est vrai que par contre, je ne suis soumise qu'avec ce partenaire-là. On a essayé la domination avec mon conjoint et ça n'a pas du tout donné ce que j'espérais. Donc, comme quoi. Est-ce qu'il arrive que votre conjoint participe ou pas? Jamais. Jamais. Ok, c'est un code, c'est cloisonné, c'est ok. Oui, jamais. Et ça n'empêche que quand on fait notre jeu de soumission et de domination, enfin surtout de la domination pour mon partenaire, c'est que vraiment à la fin, quand on arrive à la fin du jeu, qu'on met le statu quo, très souvent on a notre moment ensemble, et là ça devient un partenaire très doux. Ça devient un partenaire qui est à l'écoute de mon plaisir, il passera toujours en dernier parce que c'est comme s'il clôturait effectivement le jeu, la séance. Voilà, c'est ça. Et bon, même s'il reste un petit peu dominant dans notre moment d'intimité qu'on aura tous les deux, c'est quelqu'un qui reste de très doux. Non, je crois que vous vous êtes bien trouvé, que vous avez trouvé les codes qui stimulent l'un l'autre, parce que c'est au-delà des codes du BDSM, c'est juste que il y a le bon dosage entre vous deux qui nourrit le désir. Eh ben, en tout cas... parce que... Oui, pardon, allez-y, Nathalie. Oui, excusez-moi, juste une petite anecdote, c'est qu'un jour, il me demande de venir chez lui avec une fille. Donc, du coup, je réussis à convaincre une amie de venir. Donc, elle a les yeux bandés, elle rentre chez lui, elle a les yeux bandés, donc il est dans sa maison. Je lui offre donc cette fille, et moi, je suis assise sur un petit fauteuil et je les regarde. Donc, et en fait, il ne me quitte pas des yeux. Il me quitte pas des yeux, il joue avec sa partenaire, elle a les yeux bandés, il l'attache, voilà, il lui fait passer un très bon moment. Et en fait, il a réussi à me dire à la fin que c'est moi qui lui ai donné du plaisir, c'est pas la fille. Bien sûr, mais est-ce que votre exemple est très très intéressant parce que c'est exactement toute la complexité des rapports sadomasochistes. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup d'avoir donné votre contribution à ce sujet toujours un peu délicat. On fait une petite pause, on se retrouve avec C'est maintenant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est maintenant, Philippe Arlin, c'est maintenant que Émilie va demander pardon. Je crois que c'est ce que vous avez eu envie de profiter de ce moment d'antenne, Émilie, pour demander pardon, c'est bien ça? Bonjour Émilie. Oui, bonjour. Effectivement, j'aimerais demander pardon et j'espère que ça me fera du bien. Donc en fait, j'avais un couple d'amis et à force de les voir, je suis tombée amoureuse de monsieur et on a fini par se fréquenter dans le dos de madame et ça a duré pendant 8 mois et ça a fini par s'arrêter. Et voilà, je m'en veux parce que cette dame, je l'adore et j'avais pas envie de séduire son mari et je trouve que d'ailleurs j'avais prévu d'arrêter d'être amie avec son mari, je lui ai expliqué pourquoi, que justement je pensais trop à lui et que voilà. Et en fait lui, il avait saisi la balle au bon et finalement on s'est fréquentés. Et voilà, et tout le long je m'en suis voulu et là je m'en veux encore. Donc j'aimerais dire à madame, pardon, je suis désolée d'avoir fréquenté ton mari. Donc déjà, vous allez peut-être, vous sentir un petit peu soulagé puisque vous formulez à voix haute et devant quand même quelques personnes, quelque chose que vous regrettez. Mais évidemment, là, on a envie d'en savoir plus. Est-ce que elle est au courant ou pas, finalement?
Non, elle n'est pas au courant. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de voir ces gens parce que j'ai besoin de prendre mes distances avec lui. Et puisqu'ils sont toujours ensemble, elle aussi, j'arrête de la voir. Puis même, je trouverais ça hypocrite de continuer d'être amie avec elle alors que voilà, j'ai fricoté avec son mari. Mais donc, ça montre quand même que dans votre comportement, il y a quelque chose qui est assez cohérent et qui montre quand même que vous avez un certain respect, parce que finalement, vous l'avez dit, vous êtes tombée amoureuse. C'est des choses qui malheureusement arrivent. Donc, vous avez répondu à un désir, qui est, quand on est amoureuse, on a le désir de. Et en même temps, vous vous sentiez quand même un peu coupable. Ça veut dire que vous avez quand même une éthique. Et c'est à un moment donné, cette culpabilité l'a emporté sur votre désir, et vous avez su y mettre fin. Donc il faut aussi vous pardonner à vous-même. Oui, merci. Et c'est drôle, la dernière fois que j'ai vu ce monsieur, alors on s'était séparés depuis peut-être plus d'1 an, et après on s'est revus parce que je sais plus quoi, les circonstances ont fait que. Et voilà, il a posé la main sur mon épaule, et finalement je suis allée dans ses bras, puis on s'est embrassés. Et on était chez lui seul, et ensuite je suis partie. Et quand je suis partie, j'ai croisé sa femme, et je lui ai dit bonjour comme si de rien n'était, mais je me sentais ultra mal. Et il se trouve que le lendemain, j'ai eu une gastro, et j'ai pas pu sortir du lit, sauf pour aller aux toilettes, mais j'ai pas pu aller au travail. Et voilà, je me suis dit que le karma s'était occupé de moi. Oui, Philippe. Mais je pense que c'est vraiment important. Alors, je ne sais pas si elle l'entendra et ce que ça pourra provoquer, mais en tout cas, il y avait ce besoin d'honnêteté, de clarté par rapport à ça, et voilà, vous l'avez posé. Et puis, visiblement, elle n'est pas au courant, et c'est peut-être très bien comme ça, et c'est pas à vous d'aller lui balancer à la figure. C'est éventuellement à son mari, mais moi j'ai toujours pensé que c'est jamais à la maîtresse d'aller dire je suis désolée, je te demande pardon parce que j'ai pris ton mari. Vous avez besoin de l'exprimer, et ça c'est pour vous. C'est pour vous que vous le faites, voilà. Mais c'est évidemment pas pour elle. On est bien d'accord. Mais vous voyez, ce que je trouve toujours intéressant, moi j'aime beaucoup travailler sur cette question de culpabilité. Quand on a une relation sexuelle avec le partenaire d'une amie ou d'un ami, parce que ça arrive aussi dans l'autre sens, on est forcément ravagé par 2 choses. Est-ce qu'on se sent coupable vis-à-vis de la personne quand même quelque part on trahit, puisqu'on lui prend son compagnon, ou est-ce qu'on se sent coupable vis-à-vis de soi parce qu'on ne se soumet pas à son désir? Donc vous, dans un premier temps, vous avez préféré accepter votre désir, donc vous vous êtes fait du bien, et puis finalement, après, il y a la culpabilité qui vous a rattrapé. Oui, c'est ça. Et le monsieur, j'étais amoureuse de lui depuis plusieurs années, et je me disais, c'est mort, de toute façon, il est marié. Et puis voilà, au bout de 4 ans, peut-être, je me suis rendu compte, j'ai eu une conversation avec lui pour lui dire que j'arrêtais d'être amie, et finalement, je me suis rendu compte qu'il était ouvert. Donc c'était comme une occasion inespérée, même si c'était mal, c'était... Alors, mal, ne nous portons pas en morale sur ces questions-là, parce que, la morale, elle est très relative. Mais c'est, encore une fois, c'est vous par rapport à vous-même qui est important. Ça vous a... certainement que... vous étiez aussi amoureuse de lui parce qu'une autre femme l'avait et que vous aviez envie de l'avoir. Enfin, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le désir mimétique qui joue beaucoup dans ces relations. Ah, possible. C'est vrai que souvent je m'intéresse à des hommes, mais ils sont mariés, et j'arrive pas à me décrocher, à les zapper pour passer à quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être à cause de ça. Il y a quelque chose qui vient... créer une forme de défi. Ça, c'est comme une valeur ajoutée. Si cet homme, il n'est pas libre, ça, quelque part, ça montre sa qualité. Alors, même si c'est pas vrai, dans la symbolique, il y a déjà une femme qui l'a choisi. On est en concurrence. Il y a quelque chose qui vient nourrir une forme d'excitation liée à la rivalité. Ça ne veut pas dire que le sentiment amoureux va pas être juste. Ça veut juste dire qu'il est stimulé et nourri par ça. Le désir mimétique, il s'explique très très bien
quand vous regardez des gamins qui jouent dans un parc, quand on donne le ballon à un gamin, comme par hasard, tous les autres gamins veulent ce ballon. Voilà, c'est tout. Alors qu'on laisserait le ballon traîner dans un coin du parc, personne n'en voudrait. Vous voyez ? C'est tout. Encore une fois, c'est un fonctionnement humain. Alors, c'est certainement un fonctionnement chez l'animal aussi, d'ailleurs. On s'intéresse toujours plus à ce que quelqu'un a, parce que si cette personne-là, c'est que c'est certainement très bien. Ça valorise l'objet. Vous voyez ? C'est ça. Et c'est vrai que l'attirance pour quelqu'un qui n'est pas libre, ça fait partie d'un fonctionnement humain très fréquent. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Et vous avez visiblement tendance à être très attiré par les hommes mariés. Ça parle de vous ? Oui, actuellement encore, ça y est, j'ai commencé un nouveau travail, j'ai un nouveau directeur et ça y est, j'ai craqué pour lui, je fantasme sur lui et j'ai vu qu'il avait une alliance, donc je n'essaierai pas de le séduire, mais en tout cas, ça y est, j'ai un nouveau crush, comme disent les jeunes, et encore un homme marié. Voilà. En même temps, il y a plus d'hommes mariés que d'hommes libres. Hein. Mais est-ce qu'on a le droit d'être libre pour vous ? Comment ça, est-ce qu'on a le droit d'être libre ? Est-ce que vous méritez qu'un homme se libère pour vous ? Est-ce que vous avez le droit ou est-ce que vous n'avez le droit que de passer derrière les autres ? Ça parle de ça aussi. C'est vrai que je me dis que si je suis toujours célibataire, c'est parce que personne ne veut de moi, voilà. Et ben voilà. C'est peut-être aussi en pensant ça qu'on n'est attiré que par des hommes non libres. De toute façon, je risque pas d'en trouver un qui est libre et qui s'intéresse à moi. Donc, il faut que je me contente de... En gros, c'est normal que les hommes que moi, j'attire ou qui m'attirent ne soient pas libres. Rendez-vous libre, donnez-vous le droit d'être choisi, d'être l'unique pour quelqu'un et vous verrez que ça va totalement changer vos rencontres. Bon, d'accord, merci, j'en prends bonne note. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup vous le souhaite, d'avoir participé à ce moment de C'est maintenant. On va faire une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil du jour. On va parler du lubrifiant. Pourquoi parler du lubrifiant ? Vous verrez ça dans une seconde. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Alors Philippe Arlin, on va parler du lubrifiant et c'est vrai qu'on l'évoque toujours comme aide à une sexualité, etc. Mais on oublie que ça peut aussi créer de la nouveauté dans un rapport sexuel. Et c'est comme ça que j'avais envie un peu d'aborder le lubrifiant. Parce que si par surprise, vous avez mis énormément de lubrifiant dans votre vagin, eh bien je peux vous assurer que ça va surprendre votre partenaire parce qu'il va rentrer et il ne va pas rentrer dans la même femme. Ça vous fait rire. C'est le principe de la patinoire. Si vous voulez. Non, mais c'est intéressant parce que ça fait forcément une sensation. Alors j'exagère un petit peu quand je dis beaucoup de lubrifiant. On s'est compris. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça crée d'autres sensations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a même des lubrifiants qui sont à base de menthol, qui peuvent un peu exciter les muqueuses. Il y a eu un très bon travail de fait sur les lubrifiants qui sont maintenant vraiment de qualité. Et oui, il y a plein de jeux à faire dans la sexualité. Et le lubrifiant est un allié extraordinaire des jeux. Et il faut surtout pas s'en priver. Voilà, donc je voulais juste rappeler ça. Pour moi, le lubrifiant, c'est en quelque sorte le premier objet intime que tout le monde devrait avoir dans sa table de nuit. Il en existe beaucoup, je l'ai dit, donc le fameux chauffant qui va provoquer des sensations plus fortes, qui n'est pas forcément d'ailleurs pour tout le monde, parce que parfois ça peut piquer un peu. Il y en a qui ne supportent pas. Donc il faut d'abord tester soi-même avant. Et puis, on sait aujourd'hui qu'il y a des huiles de massage qui sont faites exprès pour ça. Il y a les bougies de massage. Il y a des tas d'objets qui peuvent apporter un tout petit peu de surprise et de variété dans la sexualité. Et il faut franchement pas s'en priver. Et qui vont intensifier les sensations dans le corps. Faut pas oublier aussi qu'il y a ça. C'est-à-dire que quelque chose qui va venir chauffer, qui va venir stimuler. Tout à l'heure, on parlait de fessée, mais c'est quelque chose qui va... c'est chaud, ça vient stimuler le sang. Et tous ces produits lubrifiants érotiques, parce qu'il y a les lubrifiants vraiment médicaux, mais il y a les lubrifiants érotiques, donc mentholés ou autres, sont vraiment des aides à jouer. Et même sur des zones comme les tétons, les lubrifiants mentholés sont extraordinaires. C'est vraiment une sensation à tester.
Voilà, donc n'hésitez pas, ça coûte pas grand-chose. Non, et puis c'est une expérience. Exactement, c'est une expérience. Eh bien, on va continuer à parler de soumission grâce à ce roman qui s'appelle La Vocation, qui est sorti aux éditions du Cherche Midi. Et on a l'autrice en ligne, Chloé Safi, qui est avec nous. Bonjour Chloé. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Chloé. Alors c'est un roman qui raconte donc cette histoire de femme qui va découvrir tout d'un coup sa soumission en quelque sorte. On peut effectivement le voir comme ça. En tout cas, ce qui m'a intéressée quand elle est venue se confier à moi, c'est que était dans les codes de la soumission que je pouvais connaître de par une expérience dans le SM ou mes lectures ou autre, parce que c'est un univers qui me passionne. Mais plus je suis entrée en fait en correspondance avec elle, et plus j'ai échangé, et plus je me suis trouvée face à une soumission qui était pas du tout, en tout cas. On ne dit pas forcément dans la sexualité, même s'il y avait tout le code qui pouvait s'y rapporter. Non, mais comme on l'a dit un peu depuis le début de cette émission, il faut comprendre qu'on n'est pas dans de la sexualité au premier degré quand on parle de soumission ou de ce genre de rapport. Non, parce que c'est une sexualité en fait qui est très cérébrale. Alors, je pense qu'on pourrait le dire de n'importe quelle sexualité. Oui, voilà, que le cerveau, c'est un cliché, mais c'est aussi une réalité quand on dit que le cerveau est le premier organe sexuel. Mais là, effectivement, on est dans toujours des choses qui sont cérébrales, voire théâtrales, souvent protocolaires, et où beaucoup de choses passent par le mental finalement, et pas forcément par la génitalité en fait. Oui, et on voit bien tous les codes. C'est en ça que ce roman peut intéresser certaines personnes. Par exemple, déjà, on la rebaptise Sixtine. C'est pas rien déjà de rebaptiser quelqu'un. Oui, puisqu'il y a le désir de remodeler la personne selon. Oui, on la possède, on met sa marque dessus en la nommant. Exactement. C'est du marquage. C'est du marquage. Après, dans son cas à elle, ce qu'on peut peut-être aussi relever, c'est que comme elle se retrouve dans un système de domesticité, ou en tout cas dans un poste où elle est complètement subalterne, il y a aussi quelque chose qu'on peut constater souvent chez des domestiques qui vont être employés chez des grands bourgeois ou chez des grands patrons, où on va souvent les renommer parce que des fois on leur donne un nom qui est plus simple, ou parce que il est d'usage dans la maison que les domestiques portent tous le même nom, parce qu'on dit que c'est plus simple, mais c'est aussi un processus parfois de déshumanisation. Mais oui, mais moi je tiens à cette notion, parce que dans la sexualité elle existe, on est vraiment sur la suite du marquage des esclaves. Là on déshumanise et on met sa marque, soit en imposant un prénom, comme vous dites, qui était commun à toutes les employées de la même maison, soit en marquant par là même notre marque sur la personne. Mmh. Alors, ce qu'il faut bien dire, Chloé Safi, donc la vocation, en fait, vous avez en quelque sorte questionné quelqu'un, et vous avez pas d'ailleurs décidé tout de suite d'en écrire le roman. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire? Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'en fait, alors, en tant qu'auteur érotique, il n'est pas rare qu'on vienne me confier des choses qui sont très personnelles, ce qui est même surprenant, parce que souvent les lecteurs vont me contacter, ils vont dire j'ai lu vos livres, j'ai adoré, et souvent le deuxième message c'est moi je fais ci, ça, j'aimerais faire ça. À chaque fois je suis obligée de leur rappeler on se connaissait pas assez encore pour avoir cette conversation, mais voilà, il y a quelque chose, il y a une facilité à s'épancher, et quand elle est venue vers moi, au départ j'ai pas senti quelque chose qui était de l'ordre de l'exceptionnel, et en fait c'est plus la conversation a avancé, plus j'ai été complètement fascinée, complètement passionnée par son histoire, et surtout
tout ce qu'elle me disait, ça jurait tellement avec mon propre vécu, ou des choses que je peux connaître, ou des choses qu'on m'a rapportées, que j'ai pu lire, que plus je creusais, j'avais l'impression de tomber au fond d'un terrier, voire même au fond d'un puits où il n'y avait pas de fond, quoi. Et il y a eu le désir de comprendre, en fait. Oui, c'est vrai qu'au début, on se demande un peu si c'est, comment dirais-je, imaginaire ou réel. Hein. C'est quand même... Et d'ailleurs, jusqu'au bout, on peut se poser la question, finalement, si c'est vraiment réel. Hein. Pourquoi pas peut-être que votre imagination est débordante, hein, Chloé. Alors, comme j'ai beaucoup d'imagination, mais pas à ce point. C'est-à-dire, là, justement, ça dépassait totalement mon imagination. Et après, un ami m'a fait la remarque, il m'a dit, c'est un point aveugle de ton livre, c'est que à aucun moment tu ne relèves, par exemple, le fait que ça fait plus de 5 ans que vous parlez quasiment, et tu n'as jamais relevé de bugs dans sa chronologie ou de ce qu'elle te dit, et tenir une légende aussi longtemps sans se tromper, même virtuellement, c'est très très difficile. Donc moi, je reste avec mes doutes jusqu'au bout, et oui, soit c'est une excellente affabulatrice, soit c'est réel, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien, oui, c'est bien aussi l'avis que j'avais. Je me suis posé la question. Soit on l'embauche à la DGSE, soit on croit à son histoire. C'est un peu ça, oui. Ouais, elle est espionne ou voilà, parce que faire vivre une légende, c'est un sacré boulot, et vous avez raison. Sur 5 ans, ne pas avoir trouvé de faille dans la chronologie prouve à quel point soit le récit est réel, soit on a affaire à quelqu'un hors norme. C'est ça. Donc, le mystère reste entier, et moi, j'ai pas la prétention de trancher sur cette histoire. Et ce qui est surtout intéressant, c'est en fait, dans les retours de lecteurs que j'ai, c'est le miroir que ça leur tend par rapport à leur propre vécu, leurs propres limites, et où est-ce qu'ils mettent le curseur, en fait. Hein, oui, mais je crois que c'est... Enfin, moi, c'est ce qui m'a donné envie d'en parler, parce que ça va très très loin, et en même temps, c'est dans un univers... à un moment, je crois que vous le dites, d'ailleurs, est-ce que ça aurait pu exister si c'était pas dans un château, hein, je crois qu'il y a quelque chose... à un moment, vous évoquez ça. Il me semble, hein, je me trompe pas, parce que j'ai lu ce roman avant l'été, donc j'ai des souvenirs s'effacent un peu. C'est presque, oui, c'est presque trop, comment dirais-je, trop parfait pour être vrai, quoi. Il y a des moments, effectivement, où on peut que se poser la question, parce que ça, c'est presque cinématographique, et ce que vous dites par rapport à la question des châteaux, etc. Il y a toute une imagerie qui reste très forte, surtout après un film comme Eyes Wide Shut, qui a 25 ans, mais je pense que l'orgie centrale de Eyes Wide Shut, avec cette espèce de société secrète, de gens très très riches, etc., elle continue de fasciner. Parce que en plus ça joue sur beaucoup d'argent. C'est drôle que vous parliez de ce film qui moi personnellement j'ai trouvé très très loin de la réalité du milieu libertin, mais qui en effet était fascinant, parce que justement ça apporte tout ce qu'on peut imaginer justement de ce milieu. Oui. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans votre livre, hein, c'est que oui, ça va très très loin, et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant, parce que ça nous emporte, hein, et on aime bien, au fond, lire des choses qui nous emmènent un peu plus loin que notre quotidien. J'ai une question, vous êtes toujours en contact avec la personne ? Je suis toujours en contact avec la personne. Et cette vie continue, ou elle l'a quittée ? Ah non, cette vie continue. D'accord, et voilà. Ok. Donc il y aura peut-être le tome 2, alors. Ouais. Écoutez, nous verrons bien. Retour au château. Bon, en tout cas, ça s'appelle La Vocation, c'est aux éditions Le Cherche Midi, ça s'appelle donc La Vocation, c'est un roman, hein, je rappelle, même si à mon avis c'est basé sur quand même quelque chose d'assez vrai, et vous en êtes l'autrice, Chloé Safi. Merci de nous en avoir consacré quelques minutes. Merci à vous deux. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on va conclure avec Philippe Arlin sur cette sexualité un peu particulière, BDSM. Alors, on peut faire une différence d'ailleurs importante entre le BDSM et le SM. Hein. Le BDSM, c'est, j'allais dire presque
on peut tous le pratiquer. C'est peut-être un petit peu de se griffer un peu, se mordre, s'attacher, se bander les yeux. Enfin, tout ça, c'est du BDSM. Ça englobe tout un tas de pratiques qui sont la plupart du temps extrêmement soft. Voilà. La pratique sadomasochiste propre, c'est déjà autre chose, parce que là, on est réellement dans la douleur qui va apporter une plus grande jouissance. Oui. Et d'un côté, le côté sadisme, plaisir à faire mal, et le côté maso, plaisir à avoir mal. Exactement. Donc là, on est vraiment sur d'autres termes que BDSM. Il faut bien faire la différence. Et alors, le bondage, moi, je ne sais pas très bien dans quelle catégorie on va le mettre. C'est encore il est dans le B de BDSM, donc on va le laisser dans le mais c'est peut-être un peu plus que du BDSM. Je rappelle encore une fois que le bondage, attention, parce que ça peut provoquer des crises de panique, de se sentir tout d'un coup attaché au sens réel du terme. Il peut y avoir des phénomènes d'asphyxie. Si on... Et ça se fait pas avec n'importe qui, parce qu'on n'attache pas, enfin on ne crée pas des liens avec de la ficelle et des cordes, etc. N'importe comment. Il y a des techniques merveilleuses, entre autres une qui s'appelle le shibari, qui est vraiment du bondage poussé à son extrême, voire une expression artistique, qui est vraiment un art qui vient du Japon, d'attacher, de nouer, de passer des cordes. Et là, je pense que ça s'inscrit vraiment dans le BDSM. On est vraiment presque dans une recherche artistique du lien. Mais bon, c'est compliqué et il faudrait plusieurs émissions, je pense. Donc, soyons prudents. Encore une fois, on ne fait pas ça avec n'importe qui et n'importe comment. Christophe va conclure avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Bonjour Christophe. Alors moi, je vais dire que je vais switcher un petit peu, c'est-à-dire que je vais entre les deux. Ah, d'accord. Il glisse avec un lubrifiant. Ouais, aussi. J'ai une épouse qui est plutôt soumise. Voilà, c'est même qui aime bien ça, qui aime bien être prise, qui aime bien prise tout court. Voilà, ce qui apprécie d'être utilisée. Je vais dire ça comme ça. Et petit à petit, j'ai des fantasmes qui ont apparu et des désirs aussi de ressentir un petit peu ce plaisir d'être utilisé, d'être l'objet de plaisir de l'autre. Oui. Et donc, ça fait quelques années qu'on est en couple, voilà. Presque 3 décennies. Et donc, on a pris le temps de se découvrir tous les deux. Et de temps en temps, on joue à des jeux. Alors, la plupart du temps, elle est soumise. Et parfois, elle joue aussi. Donc, elle va m'utiliser. Moi, j'ai découvert le plaisir prostatique et anal, qui était assez surprenant. Et donc, on inverse les rôles. Et donc, c'est assez agréable. Mais c'est intéressant aussi d'aborder, parce que finalement, quand l'homme se fait pénétrer quelque part, oui, il se soumet. C'est donc intéressant qu'on n'avait pas encore abordé ce sujet depuis 14 heures, donc c'est bien que vous l'abordiez aussi, Christophe. Et pour certains hommes, c'est inimaginable. Et pour certains hommes, c'est pourtant inimaginable, et ils découvrent tout d'un coup un plaisir totalement surprenant. Ah oui, c'est, j'allais dire, un orgasme différent. Bien sûr. C'est un orgasme qui se rapproche presque de l'orgasme féminin dans l'intensité du plaisir qui arrive et qui revient comme des vagues successives. Je crois que c'est aussi associé le plaisir prostatique et le plaisir, physique du sexe. Oui, voilà, et puis on oublie quand même toujours que l'orgasme, il se passe dans le cerveau. Et pour un homme d'être pris, oui, c'est comme pour une femme d'être prise. Il y a quelque chose certainement. Alors je ne sais pas, parce que d'abord je suis pas un homme, donc je ne peux pas savoir ce que c'est qu'un orgasme prostatique. Mais quand même, je crois qu'il y a cette dimension tout d'un coup d'être pénétré qui provoque quelque chose de différent dans le cerveau. Alors, pour être un homme et pour l'avoir pratiqué, Brigitte, il y a les deux. Il y a le fait d'être pénétré qui peut provoquer un orgasme qui n'aura rien à voir avec l'orgasme prostatique, c'est-à-dire plein d'hommes homosexuels, la plupart, vont prendre du plaisir lors de leur pénétration et ça va être purement cérébral. C'est l'idée d'être pénétré et c'est ce qu'on peut retrouver pour beaucoup de femmes aussi. Et il y a aussi l'orgasme prostatique qui ne va n'avoir absolument rien à voir, qui peut être évidemment en même temps, mais qui peut être indépendant et qui lui a vraiment une sensation et va vraiment déclencher quelque chose de bien particulier. Oui, j'entends bien et je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ça revient quand même à ce que je disais, c'est-à-dire que c'est un orgasme qui part de l'intérieur. Bien sûr. Oui. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il peut ressembler
à Et l'orgasme c'est pour ça féminin. qu'on croit que ça ressemble à Oui, l'orgasme on croit, mais enfin, de toute féminin. façon, on Est-ce que sait pas, c'est on le vrai vit pas. ou est-ce que c'est pas vrai? Ça, On le saura jamais. Personne ne saura jamais. Bien sûr. Mais cette sensation que ça Oui. vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui est en effet a priori plutôt féminin que masculin. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est clair. Et qui dure. C'est-à-dire c'est que plus long. l'éjaculation, c'est un orgasme, j'allais dire, une bouteille de champagne qui éclate, qui Oui, explose, qui déborde. mais on pourrait faire la même différence entre l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal. C'est-à-dire Mais que je le fais. Je fais ce parallèle justement on est entre d'accord, hein, oui. l'orgasme fontaine justement va être plus proche de l'éjaculation masculine, alors que l'orgasme féminin va être plus proche, encore une fois, on ne le saura jamais parce qu'on n'est pas les deux en même temps, va être plus proche de l'orgasme prostatique. Le vaginal et le prostatique et le... Oui, absolument. Parce que quand ça vient de l'intérieur, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez exploré vraiment une dimension de soumission où là, on va jusqu'à l'inversion des rôles avec pénétration, etc. On a Tout aussi dans le BDSM soft un homme, on peut avoir l'homme qui est attaché et la femme joue avec lui, joue avec son sexe et en profite et peut éventuellement s'asseoir sur lui, etc. Oui, ça peut faire partie des pratiques simples. On va pas forcément pincer les tétons. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, testicules, il est les mains liées, il participe pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez réussi à inverser les rôles pleinement. Oui. Et je dis, le plaisir est double. Voilà. C'est-à-dire que c'est à la fois un vrai plaisir de prendre mon épouse en levrette, mais un vrai plaisir aussi d'être pris, entre guillemets, en levrette aussi. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Alors pas en même temps, bien sûr, mais il y a quelque chose qui, dans le jeu de l'amour entre nous, oui, mais c'est formidable. C'est vraiment agréable. C'est formidable parce que votre sexualité, oui, c'est du jeu, quoi. C'est-à-dire, vous avez compris qu'il n'y a pas d'enjeu. On joue, on découvre des facettes de nous qu'on n'imaginait même pas, et puis on se fait du bien, et puis après, on se retrouve deux êtres qui vivent en couple et qui sont libres parce qu'ils ont se lâcher prise dans leur sexualité. Et je voudrais quand même vous féliciter parce que c'est très rare qu'on arrive de manière crédible à inverser les rôles. Bien souvent, le couple qui pratique le dominant-dominé reste bloqué dans un dominant-dominé et on a presque l'impression que si on inverse, c'est plus crédible. Et le fait de totalement être capable prouve à quel point vous avez libéré votre sexualité, en tout cas dans ces codes, vous êtes capable de jouer, qu'à partir du moment où vous jouez, peu importe le rôle. Parce que c'est le terme jouer, c'est du jeu. C'est-à-dire qu'on va jouer parce que c'est pas à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas à chaque fois qu'on va jouer au rôle de domination et soumission. On va faire l'amour et faire l'amour, c'est du jeu, mais aussi parfois c'est juste du sentiment, de l'émotion, du corps qui se parle et qui se touche. Et parfois quand on joue à des jeux de soumission et de domination. C'est des choses différentes. Et alors après, je vais dire que c'est aussi une sexualité, on se connaît. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est pas au bout de quelques rapports. Ça s'est pas fait au bout de 3 mois. Bah oui, il y a une telle confiance réciproque entre vous. C'est de la maturité. On voit bien que là, on est dans un couple qui fonctionne vraiment bien. Et moi, je suis ravie. Alors, vraiment, merci Christophe. Je suis ravie de terminer avec votre témoignage, qui est un très beau témoignage. On a commencé avec un magnifique témoignage aussi tout à l'heure avec Claire, je crois que c'était. Oui, c'était Claire. Donc tout ça montre bien que la sexualité, c'est multiple, c'est ouvert. Merci Philippe Arlin, parce que je sais que c'est un sujet que j'aurais pas pu aborder avec n'importe qui. Il faut une grande liberté et grande ouverture sur ce qu'est la sexualité pour aborder ces sujets, parce qu'on peut être choqué par ce qu'on entend. J'espère que ça n'a pas choqué les auditeurs. C'était en tout cas un moyen de montrer que trouver votre sexualité, oser... participe de la santé sexuelle. Et exactement, puisque c'est aujourd'hui en effet la journée mondiale de la santé sexuelle. Merci Philippe Arlin, continuez à faire votre travail. Je rappelle aussi que vous pouvez consulter par Zoom pour ceux qui habitent loin et qui auraient envie de pouvoir se confier à vous. Et je rappelle tout votre sérieux et votre qualité de sexothérapeute. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan pour C'est votre avenir. Lundi, on sera avec Sandy Boulanger et on va faire des hugs tous ensemble pour se donner un peu plus d'amour et de câlins.